13h, 14h. Europe 1, 13h. Et c'est l'heure du débat dans Europe 1, 13h avec Maël Hassani à 13h18 sur Europe 1. On accueille vos deux débatteurs, vos deux invités, Maël, pour décrypter l'actualité. L'avocate Sarah Salman et l'écrivain Nathan Dever. Et pas de vacances pour eux. Merci beaucoup d'être là en ce mercredi. Bonjour à vous. Bonjour, merci à vous d'être là. Bah oui, merci. Écoutez, c'est un plaisir. On va parler de beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Vous allez voir. On va évidemment revenir sur cette image qui a un peu fait le tour des réseaux sociaux, qui est assez terrible. Une voiture de police percutée dans un quartier sensible de Marseille et des jeunes de quartier qui se mettent aux fenêtres pour applaudir, pour finalement se réjouir de ce qu'il se passe. Des jeunes qui viennent provoquer aussi les policiers. On entendra là-dessus évidemment un syndicat de police et vous réagirez. On va parler aussi d'une pub totalement anti-woke aux États-Unis. Alors c'est pas simplement une pub comme les autres, c'est peut-être le début de la fin du wokisme. On en débattra également. Mais pour le moment, revenons sur les déclarations de l'ambassadeur israélien en France. Il était l'invité d'Europe 1 matin, Joshua Zarka. Et pour lui, la France n'est plus tellement une alliée de confiance. On l'écoute. Moi, je ne reconnais pas la France. Aujourd'hui, il y a une espèce de soumission de la France à une idéologie qui est inquiétante. Et le Hamas est le grand gagnant de tout ça. Ça va être de plus en plus difficile pour le gouvernement français de jouer un rôle actif, de jouer un rôle au Moyen-Orient quand Israël participe à certaines choses. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine confiance. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que cette confiance règne. On n'a plus de confiance entre la France et Israël, Sarah Salman. Plus de confiance entre la France et Israël, et c'est surtout que la communauté juive se sent quand même un peu lâchée par Emmanuel Macron, ce qui n'était pas le cas au début, parce que j'ai réécouté ses déclarations au lendemain du 7 octobre, et en fait, ces déclarations étaient tout à fait correctes, enfin, rien ne laissait présager de ce qui allait se passer pour la suite, et le fait qu'il ne soit pas venu à la marche, ça a été beaucoup d'accumulation, et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le soutien de la France à Israël. Voilà, moi je peux comprendre qu'on ne soit pas en adéquation avec la politique de Benjamin Netanyahou. Néanmoins, il faut quand même distinguer les Israéliens, les Juifs et la politique menée par Benjamin Netanyahou, qu'on peut critiquer au demeurant. Et les actes antisémites n'ont jamais été aussi élevés. J'ai fait un tableau non exhaustif, malheureusement, de tous les actes antisémites des 2 dernières années. Dans quelques minutes, bien sûr. Oui, bien sûr, mais voilà, en fait, il y en a tout le temps et on banalise presque malgré nous et on s'habitue. Ça veut dire que maintenant, quand il y a un acte antisémite, on devrait voir l'ensemble des médias en parler et parfois, dans certains médias, l'information est largement sous-traitée, ce qui contribue à invisibiliser l'antisémitisme et à mettre de surcroît les Juifs de France en danger. Nathan Dever, est-ce que la reconnaissance annoncée d'un État palestinien par Emmanuel Macron veut dire forcément qu'Emmanuel Macron prend ses distances avec l'État hébreu? Alors je pense déjà c'est très très important de créer un mur conceptuel hermétique entre la question de l'antisémitisme en France et la question de la reconnaissance de la Palestine. Que la France reconnaisse ou non l'État palestinien demain, on peut être d'accord, on peut être en désaccord, mais c'est un sujet qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme en France. On peut pas reprocher aux autres d'importer le conflit israélo-palestinien en France et confondre, je crois, ces deux sujets. Mais le RN, par exemple, va vous dire que reconnaître un État palestinien aujourd'hui, c'est reconnaître un État Hamas. Donc automatiquement, parce que le RN c'est une question géopolitique. C'est pas une question relative à l'antisémitisme. C'est un sujet qui est quand même différent. Et les Juifs de France ne sont pas des Israéliens, ne sont pas tous des gens qui sont liés à Israël. Il y en a beaucoup qui, comme Romain Gary dans La Nuit sera calme, quand on leur dit Israël, ils disent Israël, je m'en fous complètement, je préfère l'Italie. Il y en a plein. Donc il faut faire la distinction, je pense, elle est très importante. Maintenant, sur la reconnaissance. Emmanuel Macron, initialement, avait fixé un certain nombre de conditions pour la reconnaissance de l'État palestinien il y a quelques semaines. Ces conditions, elles étaient nécessaires. Je pense qu'il en manquait une ou deux qu'on aurait pu rajouter. Par exemple, le fait que l'État palestinien demain, non seulement ne soit pas gouverné par des islamistes ou des terroristes, mais aussi qu'il ne fasse pas une sorte de purification ethnique de tous les habitants juifs qui habitent là-bas. Parce que vous savez, en Israël, vous avez énormément d'Arabes israéliens, de musulmans israéliens qui sont citoyens, qui peuvent faire l'armée, qui peuvent être journalistes, qui peuvent être politiciens, qui peuvent être élus à la Knesset. Il faudrait de la même manière que l'État palestinien soit un État où les Juifs aient le droit d'exister en étant citoyens palestiniens, pas citoyens israéliens, mais qu'ils aient le droit d'exister, qu'ils aient le droit de prier, d'avoir des synagogues, d'aller dans leurs lieux saints. Et ça, c'est très important. Cette condition n'était pas là. Je pense que c'est central parce que si l'État palestinien naît et que son acte de naissance, ce serait de raser les synagogues, de chasser les Juifs, etc., ce serait une tâche pour cet État-là. Ce que je constate, c'est que pour la question de la reconnaissance en septembre, la question se posera de savoir si les conditions énoncées par Emmanuel Macron lui-même seront respectées en septembre. Je pense que le jour où ces conditions sont respectées, il faut dans la minute reconnaître un État palestinien. Tant qu'elles ne sont pas respectées, il faut d'abord construire les conditions
de cette reconnaissance, permettant la reconnaissance après. Alors évidemment, il y a un large aspect de politique intérieure dans cette reconnaissance aussi de l'État palestinien de la part d'Emmanuel Macron. On dit qu'il s'adresse à la communauté musulmane. Maintenant, les Juifs de France, vous l'avez cité, d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, Sarah Salman, ils ont été déçus par l'absence d'Emmanuel Macron à la marche contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, il y a ce choix de s'adresser d'abord peut-être à la communauté musulmane. Est-ce que c'est vu comme, encore une fois, un geste, une distance avec la communauté juive? Alors, on peut, comment dirais-je, prendre ce qu'a dit Nathan et dire qu'effectivement, on peut décorréler les deux. Et c'est une position qui peut se défendre. Mais il y a aussi beaucoup de juifs qui considèrent que c'est donner un bon poids au Hamas. Parce que le Hamas a félicité Emmanuel Macron. Moi, ça me pose quand même un problème qu'Emmanuel Macron, quand je dis on, c'est la France, et les félicitations du Hamas par rapport à la reconnaissance d'un État palestinien. Est-ce qu'il le fait pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il le fait parce que l'Espagne l'a fait, d'autres pays l'ont fait? Il me semble que le Royaume-Uni envisage d'aller en ce sens. Est-ce qu'il le fait pour faire comme ses homologues, certains de ses homologues au sein de l'Union européenne, ou est-ce qu'il le fait effectivement pour d'autres raisons qui ne sont pas forcément les bonnes? Mais en fait, ce qui me pose problème, ce n'est même pas la reconnaissance d'un État palestinien, c'est la temporalité. Je pense que si ça arrive, ça doit arriver à l'issue d'un processus de paix et non pas en pleine tension, alors que pour l'instant, aucune des conditions, et Nathan l'a très bien rappelé, aucune des conditions à l'instant T n'est respectée. C'est ça le problème. C'est que lui-même édicte des conditions qui, derrière, ne sont pas respectées. Donc, et à 2 mois d'intervalle, ça pose quand même question. Toujours cette question terrible qui est, y aurait-il eu reconnaissance aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le 7 octobre 2023? Mais bien sûr, il faut voir une chose, c'est que c'est une chose qui est insupportable à penser. Les criminels du 7 octobre, les cerveaux du 7 octobre, Sinwar le premier, étaient des gens qui ont eu une forme de génie maléfique, diabolique, mais d'intelligence stratégique vraiment aiguisée. Sinwar est quelqu'un qui connaissait très bien la société israélienne, qui avait observé toutes les failles de l'intérieur de la société israélienne, et qui, par le 7 octobre, a voulu, a pensé ce drame comme le fait de faire tomber Israël dans un piège. Et évidemment que le Hamas, même s'il en sort affaibli militairement, etc., il en sort aussi grandi politiquement. Ah oui. C'est insupportable à dire, mais vous savez, en Cisjordanie, moi j'ai des interlocuteurs de l'autorité palestinienne qui m'expliquent depuis le 7 octobre que le Hamas a eu un bond de popularité immense pour une raison très simple, c'est que quand il y a eu le premier cessez-le-feu après le 7 octobre, il y a eu des prisonniers palestiniens qui ont été libérés par centaines, et ça évidemment pour les habitants de la Cisjordanie, ils se sont dit voilà, ça a fait monter la popularité du Hamas. Ce qui fait d'ailleurs que l'autorité palestinienne, aujourd'hui, son autorité, c'est le cas de le dire, est vraiment suspendue à un fil, qu'elle est beaucoup plus fragile que jamais dans l'histoire de l'autorité palestinienne. Et donc, à partir de là, évidemment que tout ce bouleversement de la région s'inscrit dans cet événement du 7 octobre. On peut voir juste la chose à l'inverse, c'est que le 7 octobre aura quand même eu comme conséquence de détruire, ou en tout cas d'affaiblir énormément l'impérialisme iranien. Aussi bien le Hezbollah, le régime des Mollahs. Donc ça, c'est aussi l'effet inverse, tout est une question de perspective. Vous avez parlé de la popularité, d'un bond de popularité du Hamas chez les Palestiniens, Nathan Dever. Que se passerait-il demain s'il y avait des élections pour prendre la tête de cet État palestinien et que le Hamas était élu? Eh bien, la députée LFI Gabrielle Catala a répondu ce matin sur RMC. On écoute sa réponse. Le Hamas n'est pas pour la solution à 2 États. Est-ce qu'il faut le que Hamas a été financé par Benyamin Netanyahou justement pour affaiblir l'autorité palestinienne? Est-ce que le retrait du Hamas est une condition pour la création d'un État palestinien? Le retrait, les Palestiniens sont souverains sur leur territoire. Les Palestiniens doivent bénéficier de tous les attributs de la souveraineté, c'est-à-dire des élections. Aucune élection n'a eu lieu en Palestine. Donc, y compris pouvoir 2007. Choisir le Hamas. Mais les Palestiniens, s'ils veulent choisir le Hamas, ont le droit de choisir le Hamas. C'est déplorable, mais c'est le cas. Sarah Salman. Elle est perdue, je suis atterrée par ses propos. Elle parle quand même d'une organisation terroriste. Quand j'entends ses propos, j'ai l'impression qu'elle nous parle d'un mouvement politique comme un autre. Voilà, on peut choisir celui-là, un autre. C'est une organisation terroriste qu'il convient de supprimer. Enfin, je pensais naïvement que c'est quelque chose qui faisait consensus, mais LFI dans ses outrances continue et il vous dit ça sur une chaîne comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une contradiction vu que ça a été coupé, je ne sais pas, mais en tous les cas, pour moi, ce sont des propos extrêmement graves. Enfin, le Hamas
veut éradiquer Israël, si je caricature. Voilà, parce que Nathan Dever, c'est ça. Si demain le Hamas est au pouvoir à la tête d'un futur État palestinien, on aura un État frontalier d'Israël que la France reconnaîtrait et qui aura pour programme politique, je suis désolé de dire comme ça, la destruction d'Israël. Mais en fait, vous dites demain. Mais ça s'est passé hier. Et les propos de cet élu sont en fait ceux de l'ONU, du monde entier en 2006. Quand Israël s'est retiré de la bande de Gaza, sous Ariel Sharon, il y a eu des élections législatives juste après, qui ont été gagnées par le Hamas. L'autorité palestinienne a après fermé le Parlement à Ramallah, donc il n'y a plus de démocratie, et le Hamas a pris le pouvoir par la force à Gaza. Mais donc cette victoire du Hamas dans les urnes, et le Hamas était déjà ce qu'il est, il l'était déjà en 2006, ça a déjà eu lieu. La question, je crois, est aussi de dire qu'il existe en Palestine des leaders politiques qui sont des leaders qui ont toujours été pour la paix, qui ont toujours été pour une solution à deux États et qui sont pour une solution par le haut du peuple palestinien. On peut en citer quelques-uns. Mohamed Dahlan, qui est en exil, l'ambassadeur Zomlot au Royaume-Uni. Alors Barghouti est très populaire aussi. Barghouti, bon, il y a des questions sur son profil et sur son passé judiciaire, etc. Mais il y a des leaders qui propose une perspective de vie pour le peuple palestinien. J'espère que ces leaders auront davantage de pouvoir, d'impact pour la vie du peuple palestinien dans les prochaines années. On va évidemment poursuivre cette discussion avec vous deux, c'est passionnant. Sarah Salman, Nathan Dever, restez avec nous. On va parler de la montée de l'antisémitisme en France, évidemment, parce que Joshua Zarka, l'ambassadeur, en a parlé ce matin. Il compare le moment que l'on vit avec les années 30, c'est absolument terrible. Et Europe 1 13h, ça continue jusqu'à 14h avec Maël Hassani sur Europe 1. Tout de suite.